Salut à tous et bienvenue sur le Todo Box Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mehdi Soudani. Mehdi, avant d'être un ami, c'est surtout un expert en immobilier. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Alors, ça n'a pas forcément un rapport avec le self-stockage, mais par contre, il y a un intérêt, et vous verrez à travers cette vidéo, de partager du coup ses connaissances. Et Mehdi, donc, étant spécialiste dans l'immobilier, il fait des coachings régulièrement auprès de nombreux élèves. Et donc, l'intérêt de l'avoir aujourd'hui parmi nous, c'est de partager justement son expérience de l'immobilier en général. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mehdi pour qu'il puisse se présenter et donc présenter son activité, ses expériences et c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Merci Nico pour cette introduction. Écoute, je suis très content d'être là. Plaisir Ravi partagé. de partager ce podcast avec toi. C'est une première aussi pour moi, là, cet environnement-là. Ah ouais, c'est la Bravo. première fois que tu viens dans un podcast? C'est la première fois que je viens dans un podcast et puis avec un petit studio comme ça, Ah oui, pour le coup, il fort est vraiment sympathique. atypique, ouais. Ouais, Merci. très sympa. Donc voilà, moi donc, je suis Mehdi. J'habite Toulouse là, depuis quelques années. À la base, je suis ingénieur dans l'aéronautique. Ok. Donc j'ai rien à voir avec l'immobilier sur le papier. Et après, voilà, comme tout le monde, j'ai acheté ma résidence principale à une époque, géré des travaux. Et le premier investissement immobilier que j'ai fait remonte en 2011, où à l'époque, en fait, je m'étais fait approcher par une conseillère en gestion de patrimoine. Ok. Et j'ai eu beau sentir le coup venir au début, parce que tu vois, on n'était pas sur du Pinel à l'époque, on était sur une loi Censi-Bouvard. Et peu importe le nom du ministre, c'est une douille à la fin. C'est-à-dire que quand tu achètes un bien immobilier assis confortablement dans ton canapé, en signant en bas à droite, en général, la rentabilité, elle n'est pas pour toi. Elle est Ok. pour les promoteurs ou les Donc là, en fait, gens qui investissent ce programme. elle vient de te présenter une loi Pinel. Ouais. À ce moment-là, tu n'y connais absolument rien. À ce moment-là, j'y connais Ok. rien. Je viens juste de prendre un crédit pour ma résidence principale, de m'en mettre à la casquette avec les travaux, etc. Mhm. Et puis, je me dis avec ma compagne de l'époque, on trouvait ça un peu rapide. Ouais. Et bon, je réfléchis un petit peu, mais j'ai failli sortir de cet investissement. Et puis, je me suis fait embarquer. Elle était très bonne commerciale, donc j'ai fini par signer. Ok. Et donc, j'ai toujours ce bien aujourd'hui. C'est un bien en résidence de tourisme à Bordeaux. Ah ouais, ok. Ouais, qui est c'est un bail en fait commercial de sous-location. Donc en fait, ils font exactement le même modèle. Je l'expliquerai après, mais aujourd'hui, c'est une de mes activités, la sous-location. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont plus de 200 appartements, D'accord. un exploitant unique qui signe donc avec chaque investisseur, qui sont des investisseurs particuliers, les biens. Et le loyer était garanti par cette société de gestion. Et ensuite, eux, ils l'exploitent principalement sur Booking. D'accord. Voilà, ils gagnent leur beurre sur la différence. Par contre, on est sur des loyers très bas. Ok. Et puis, acheter beaucoup trop cher. Donc là, aujourd'hui, ça fait bientôt 15 ans. Hein, ça fait 13 ans. On est toujours sur quelque chose de pas rentable. Ah ouais. Qui, Les loyers ne sont pas. les Enfin, le loyers déblocage. sont très loin de couvrir Ah ouais. les mensualités de prêt et les charges. Ah, parce que je connaissais justement un système où débloqué au bout d'un certain temps, tu le gardes par exemple 6 ans, Mm. tu peux pas louer à tel montant, et après, Ouais. à partir de 6 ans, ça y est, tu peux réaugmenter ton loyer Ouais. normalement, en fait, au prix du Ouais. marché. Alors en fait, le dispositif, ça, on le retrouve pas mal aussi dans le Pinel, c'est un peu Ouais. le même réflexe, enfin, C'est le même mécanisme. À l'époque, en fait, le mécanisme était intéressant sur le papier, c'est-à-dire qu'on a un loyer garanti, Ouais. il y a l'exploitant qui est là, on achète le bien où on peut enlever la TVA. Ouais. Par contre, la condition, c'est de le garder 20 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Et il y avait 9 ans de défisque. Ouais. Donc voilà, au bout de 9 ans, ce qui se passe, c'est que alors, déjà les promoteurs savent qu'il y a une carotte fiscale, donc ils montent le prix des biens. Et donc on achète beaucoup trop cher. Et donc même des années après, on se retrouve avec un bien qui n'est pas... si on le revend sur le marché, en général ce qui se passe, c'est qu'à la sortie de la défisque, tout le monde veut revendre. Ouais. Et donc on se retrouve avec des prix qui sont bradés et des biens qui sont, sans mentir, enfin sans exagérer, on se retrouve à pas loin de la moitié du prix, ou D'accord. 60% du prix. Ok. Donc Voilà. tu démarres comme ça. Donc ça, c'est ma première expérience en Super. investissement. T'as réussi. Donc pas de formation, juste voilà, Ok. on me vend le truc et puis j'achète. Ok.
ensuite, du coup, plusieurs années plus tard, donc moi j'ai travaillé pendant quasiment 20 ans dans le monde de l'aéronautique, en compagnie aérienne, avec Airbus beaucoup, et dans le monde du conseil. J'étais dans une société qui s'appelle Accenture pendant 14 ans, là, sur les dernières années. Et en fait, j'ai eu un déclic en 2018 où j'ai voulu vraiment passer à autre chose et voler de mes propres ailes et créer un business. D'accord. C'était toujours un petit peu dans mes gènes. Mon père était entrepreneur voilà, je sentais que là-dedans, c'est quelque chose dans lequel je pouvais progresser et m'épanouir. Et donc voilà, je me suis formé beaucoup sur 2019, c'était une année compliquée. Et à partir de 2020, j'ai transformé l'essai avec un premier investissement rentable sur Toulouse. Voilà, je pourrais en parler après, mais depuis, du coup, j'ai développé donc les investissements immobiliers. Tant que j'avais mon CDI, en parallèle, j'ai créé une activité autour de la sous-location en parallèle de mon CDI qui m'a permis ensuite de rebondir pour maintenant travailler et évoluer complètement dans l'immobilier en ayant diversifié un peu les activités. Donc j'aimerais revenir sur quelque chose. En fait, quand tu as décidé de vraiment te lancer dans l'immobilier, tu as fait une formation. C'est ça, tu t'es acheté une formation. Et donc je sais que maintenant tu donnes toi-même des coachings auprès de nombreux élèves. Et quelle est, d'après toi, l'importance de la formation? Qu'est-ce que va apporter la formation? Et est-ce que c'est, d'après toi, nécessaire de partir obligatoirement sur de la formation quand tu veux te lancer dans l'immobilier? Ou à l'heure actuelle, avec toutes les infos qu'on peut retrouver sur Internet, on peut finalement se débrouiller tout seul sans forcément se lancer à payer une formation. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, dans tous les cas, il faut se former, ça c'est clair. La preuve, voilà, je prenais l'exemple de mon premier investissement. C'est des milliers d'euros, on peut faire de grosses erreurs. Donc se former, oui. Et après, il y a la voie rapide et la voie lente. Moi, au début, j'étais vraiment dans une dynamique, tu vois, où j'allais sur YouTube. YouTube est mon ami depuis des années. J'ai pris cette habitude dès que je cherche de l'information, d'aller regarder un petit peu. Pour moi, c'est plus un moteur de recherche qu'un réseau social. Et donc, j'ai été explorer tout ce qui était immobilier. Et j'étais parti vraiment pendant plusieurs mois à me dire, pas de souci, je vais trouver l'info, tout est là, je vais structurer, je vais me créer un petit peu mon fichier de rentabilité, mes infos. Et assez vite, on arrive à la conclusion que ça prend un temps fou. On a une activité à côté, moi j'ai 2 enfants en plus, donc c'était compliqué. Et donc en fait, au fur et à mesure qu'on avance, la mentalité évolue et on se rend compte que en fait, vaut mieux payer une formation. On a tout au même endroit, c'est structuré. On est en général on rentre dans une communauté et puis ça permet de se motiver, d'être avec d'autres personnes et de rentrer finalement avec des pairs qui font une famille c'est ça. Qui partagent les mêmes problématiques. Exactement. Qui vont pouvoir partager aussi leur expérience. Effectivement, quand on adhère à une formation, je me suis aussi lancé dans une formation quand j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier, j'ai fait une formation et à partir de là, effectivement, je me suis retrouvé avec tout un tas d'investisseurs qui ont peut-être déjà eu, qui ont déjà eu mes problématiques et qui m'ont du coup conseillé et ça m'a permis d'avancer plus vite en fait. Parce que à l'heure actuelle, effectivement, de l'information, on peut en trouver très facilement sur Internet. Avec l'ère de l'IA aussi, il suffit juste de poser la question. Mais moi, je crois vraiment en la pratique. En fait, c'est l'avantage de la formation, c'est que vous allez retrouver en fait tout autour de vous des personnes qui ont vécu certaines problématiques, en tout cas peut-être les vôtres, et donc du coup qui vont vous dire comment réagir en fonction de telle ou telle situation. Et ça, pour le coup, l'IA elle pourra pas le faire. Là, c'est du vécu, c'est de l'expérience qui va parler quoi. Complètement. Ok, donc toi, Mehdi, la question étant de bien choisir le formateur, ça c'est vraiment la clé. Et puis après, on y va, on fonce. Ok, qu'est-ce qui fait que, d'après toi, c'est une bonne ou mauvaise formation? Qu'est-ce que tu regardes quand tu veux sélectionner une formation? Écoute, au début, c'était un gros coup de bol parce que j'en avais aucune idée. D'accord, oui, bien sûr. Quand tu mets ta carte bleue, parce que là, moi qui ai fait un bac+6, des diplômes, etc. Là, je rentrais sur quelque chose de non diplômant, une vidéo YouTube, et faut se décider. Donc là, il y a eu beaucoup d'intuition. D'accord. Donc après, pour moi, il faut regarder beaucoup ce qui se fait. Faut regarder un peu la possibilité, si on peut échanger avec le formateur, échanger avec sa communauté, rentrer dans des groupes et voir peut-être d'autres qu'on connaît autour. Bien sûr, justement. C'est l'intérêt voir un peu quel formateur ils ont eu et puis après on y va. Et par contre, quand on y va,
Là, l'idée, c'est vraiment de passer à l'action sur la mise en place. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens Oui, bien sûr. qui vont prendre des formations pour l'exercice intellectuel. Ouais. C'est bien, mais Oui, c'est c'est pas très ça bien. qui va les faire Non, bien sûr, c'est pas décoller. l'intérêt, en fait. C'est pas ce qu'on recherche quand on fait de la Ouais. formation. Enfin, d'autant, toi, en pratiquant justement le coaching, et moi, du coup, en train de créer une formation, ben, finalement, oui, ce qu'on recherche, c'est que la personne passe à l'acte et qu'il y ait du résultat. Parce Ouais. que sinon, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais, complètement. Ok. À l'heure actuelle, tu fais quoi comme type d'activité dans l'immobilier? Alors, en fait, ce que vraiment la première partie, ça a été l'investissement immobilier. Ok. Quand j'étais encore en CDI, j'ai appris à investir de manière rentable. Mhm. J'ai développé un maximum de biens, enfin de patrimoine à ce moment-là. Mhm. Et par contre, j'ai réfléchi à l'après, parce que effectivement, pour investir, il y a quand même une condition clé basique, c'est d'avoir un CDI, Tout à fait. une source de revenus, ce que j'avais à l'époque, Ouais. une source de revenus régulière. Par contre, je savais bien que j'allais pas rester dans cette boîte et que j'allais quitter mon CDI. Et donc, l'idée, c'était de développer un projet entrepreneurial à côté pour l'après, une fois que j'ai quitté mon CDI, que je puisse continuer à investir et à grandir. Ok. Donc, en fait, j'avais deux mots qui résonnaient dans ma tête à l'époque, c'était investir, entreprendre. Les deux étaient vraiment là, présents Ah, c'est à ce marrant. moment-là. tu C'est vois. exactement les mots-clés qui correspondent au secteur du self-stockage. Puisque, comme Ok. je dis tout le temps, en fait, c'est à la fois un investissement immobilier et un business. Donc, le côté entrepreneurial est présent aussi dans le Il y a self-stockage. beaucoup de ponts, et effectivement. Ouais. Pour moi, en fait, ce que tu fais est une branche Mhm. des nombreuses branches Ouais, de de l'immobilier, ouais. l'immobilier. Mhm. Et en fait, on a la même approche Ouais. voilà, pour ça. Donc en fait, à ce moment-là, donc l'investissement immobilier commençait à tourner. J'ai commencé à me lancer dans la sous-location en société. Et j'ai confié mes biens à ma société et j'ai trouvé d'autres clients. Ok. Et donc en fait, ça, c'est un super levier déjà pour finalement mon activité de sous-location paye mon patrimoine personnel. Ok. Donc ça, c'est un super Donc, levier. ça veut dire que tu as acheté donc, tes biens avec une SCI, par exemple, là, En nom propre au début. en nom propre, Ouais. ok. Ouais, Et, donc en nom et par la propre. suite, Et du par la coup, suite, ouais, effectivement, SCI sur des immeubles. ok. Euh, Et après, tu les exploitais et avec après, ta je les ai société. exploités avec ma société. Ok, c'est exactement ce qu'on fait dans le Voilà. self-stockage. Et évidemment, j'ai développé une clientèle extérieure pour avoir quelque chose de cohérent fiscalement, hein, pour Ouais. éviter de tomber dans l'abus fiscal. Oui, bien sûr, bien sûr. Et après ça, donc il y a eu une marche au niveau du coaching. Ouais. C'est-à-dire qu'un des formateurs justement que j'avais bien choisi en 2020, Mhm. après avoir assisté à un séminaire, ça par exemple, je reviens rapidement On là-dessus, va, mais ouais. c'est un super moyen de découvrir le formateur et de Ouais. voir si on veut aller plus loin avec lui ou pas. Tout à fait. Et donc ce même formateur, à ce moment-là, pendant le séminaire, je me suis présenté. Il est revenu il faisait des apéros, tu sais, un peu aux quatre coins de la France, à la rencontre de ses élèves. Ouais. Et il était repassé sur Toulouse 1 an et demi après, je crois. J'y étais allé et il se souvenait de moi, de mon projet, de mon prénom, etc. Donc moi, ça m'avait conforté vraiment Ouais, dans le bien truc. sûr. C'est Et rassurant. puis il m'a vu évoluer avec la sous-location, il a vu que ça tournait bien. Et donc en fait, en 2022, donc, il m'a appelé pour renforcer ses rangs au niveau du coaching. Ok. Il coachait tout seul ses élèves et puis au bout d'un moment, il a eu pas mal de succès. Et donc, il a embauché plusieurs coachs parmi ses anciens élèves. Super. Donc ça, voilà, c'est un super, très intelligent de sa part parce que quelque Oui, part, on est vous connaissez formaté la un peu à formation. à son image, il y a la confiance qui est là. Mhm. Et puis voilà, on connaît la boutique, on a les réflexes. Et donc voilà, j'ai mis un pied dans le coaching. Voilà, maintenant, ça fait 2 ans. Ouais. J'ai développé ça. Et puis après, j'ai fait que petit à petit à rajouter des branches dans l'activité jusqu'à avoir un écosystème aujourd'hui qui commence à être cohérent. On va retrouver de la sous-location, Ok. de la conciergerie, du coaching. Et le coaching va être dans l'investissement locatif, la conciergerie et la sous-location. Ouais. Et là, je travaille là dans les prochains mois à une formation Ah, super. que j'aimerais développer. Ok. Alors, si on reprend un petit peu du démarrage, au début, tu n'as pas forcément de stratégie. Tu t'es lancé à peu près comme tout le monde dans le mobilier. Tu as fait tes premières expériences et à partir de là, tu as commencé à affiner un petit peu tes choix et à trouver finalement une direction dans tes investissements, dans tes projets business. Ouais. Moi, j'aimerais démarrer du coup cette interview en te posant, en te posant la question suivante. D'après toi, quelle est l'importance de définir une stratégie d'investissement, que ce soit à court terme ou à long terme, quand on décide de se lancer dans l'immobilier? Est-ce que d'après toi, il faut mieux y aller, faire ses premières expériences à droite à gauche et puis finalement on trouvera une stratégie, une direction qui se fera naturellement, ou
est-ce qu'il y a un intérêt de définir une stratégie en amont pour voilà, aller plus vite, plus loin, plus haut Alors effectivement, Nico, c'est une bonne question. Moi, quand j'ai démarré au début, j'avais dans l'idée d'investir dans l'immobilier, j'avais vu l'avantage du meublé. Ma seule stratégie, c'était réussir mon premier investissement, et la coloc, ça me parlait. Je m'étais posé ces questions. La coloc, c'était à la mode voilà. à l'époque Ouais, et puis par mon passé, enfin voilà, j'ai un peu voyagé, j'ai vécu, j'ai fait un peu de coloc, j'aimais bien cet esprit-là. Ok. J'ai été Erasmus en Angleterre, j'ai fait un tour du monde où voilà, j'ai eu l'occasion de vivre avec d'autres personnes. Ouais. Et donc la coloc, ça me parlait Donc vraiment. de tester, ouais. Ouais, voilà. Et donc je suis parti là-dessus, et puis toute ma stratégie était axée là-dessus. Et donc en fait, au début, on va dire que c'est une mini-stratégie, c'est-à-dire que j'avais pas de GPS à plusieurs années. J'étais vraiment sur le premier bien. Ok. Par contre, c'était coloc sur Toulouse, parce que je voulais gérer le bien. Ouais, pour mettre en confiance, voilà, vraiment gérer, j'avais jamais fait de travaux, je n'avais pas estimé les travaux, etc. Et donc j'ai cherché un bien qui corresponde à ces critères, et ça a pris beaucoup de temps parce qu'on était dans une phase en 2019 où l'immobilier grimpait très vite, et donc monter 4 de 70 mètres carrés, ça marchait pas. Je savais que pour le même budget, je pouvais faire un immeuble à 1h30 de Toulouse, mais j'étais pas encore prêt pour ça, donc vraiment là-dessus je suis resté sur ma stratégie. Et donc à un moment j'ai levé le nez du guidon en me disant ok, si tu veux rester sur la coloc, il faut aller sur des biens plus grands. Aller sur du 4-5 chambres minimum pour trouver cette rentabilité que je n'avais pas sur des 3 pièces, sur des 3 chambres. Donc voilà, ça c'est un exemple de petite stratégie, mais on n'est pas du tout sur le recul que j'ai maintenant quand je coach des élèves, parce qu'à l'époque j'étais pas coaché, j'ai juste pris des formations en ligne. Et là maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un véritable process, une méthodologie avec mes élèves, où en fait avant de commencer à chercher les annonces sur le bon coin, je leur dis ok, maintenant on va se poser sur déjà votre bilan au niveau de vos revenus, etc. Donc on pose vraiment quels sont les chiffres, où est-ce qu'on en est en fait, savoir de quel point de départ on commence. Ok, donc arrêt sur image, juste en gros ce qu'il faut dans un premier temps, déjà c'est donc se poser, voir où on en est sur sa situation. C'est ça. Donc sa situation, ça va être du coup ses revenus. Ses revenus. Est-ce que tu es en couple ou pas en couple? C'est ça. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que j'ai de l'épargne? Est-ce que voilà, le foyer fiscal, etc. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai comme patrimoine? Qu'est-ce que j'ai comme dette? Comme temps. Et comme temps. Et en fait, c'est un bilan en fait où on s'introspecte pour savoir ok, on en est où. Et en fait, pour moi, c'est comme un jeu. On a chacun notre jeu de cartes. Voilà. On a des bonnes cartes, des mauvaises cartes, mais il faut jouer. Donc, avec. avant de jouer, on regarde ce qu'on a. Il y a une petite phase où on se remet un petit peu à flot, on améliore ses finances. Donc ça peut prendre un peu de temps, donc faut être patient. Et en fait, une fois que ça c'est calé, on sait le point de départ. Il faut réfléchir où on veut aller. Et c'est là que la stratégie vient en place. Et c'est là où en fait, moi je leur demande de caler des objectifs court, moyen, long terme. Mais de commencer toujours par le long terme. Où est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils se voient dans minimum 10 ans en fait. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans? Et à partir de là, tu reviens de proche en proche, et les 3 prochains mois, par contre, ça doit être hyper clair ce que tu as à faire. Et une fois qu'on a calé ça, après, on avance sur définir le secteur, définir le budget, définir voilà, tout le reste pour dérouler la recherche, et on avance beaucoup plus vite. Donc, c'est un vrai moteur pour avancer rapidement. Et effectivement, quand on est coaché, on a cette quelqu'un qui nous accompagne en fait et qui nous guide sur ce chemin. Et donc du coup, en fonction de qui l'on est, on va adapter nos objectifs. Mais comment définir justement nos objectifs en fonction de qui l'on est, quoi? Est-ce que comment on peut savoir si oui ou non tel investissement correspond plus à notre profil ou pas? Quel conseil tu donnerais par rapport à ton expérience? En fait, à partir du moment où tu as calé cette vision long terme qui doit être, tu sais, un peu de l'ordre du rêve en fait. Tu es sur quelque chose de pas concret du tout, tu es sur quelque chose de ok, je me vois vivre dans telle ville, avoir tel rythme de travail, avoir un lifestyle qui correspond à ça. Enfin, vraiment, on part de cette vision-là. Et après, on revient en arrière sur du moyen terme. Vraiment, on le fait à reculons, en fait. On le fait un peu en rétro-planning. Et en fait, plus on se rapproche du présent, et plus ça doit être pour le coup très chiffré, très mesurable, très atteignable. Donc, exemple, je veux faire... te dire qu'à 10 ans, tu veux faire 5 000 euros de cash flow, ça n'a aucun sens. Tu sais pas du tout
Ah, tu vois, alors t'as quel pas balisé objectif le tu peux truc. te fixer? Ça va être, je me vois vivre dans une belle maison sur les hauteurs de Biarritz, Mhm. avec vue mer, bosser, je sais pas, les matins ou les après-midi, ou alors avoir, Ah ouais, ouais, tu c'est vois, encore vraiment se plus dire, lointain, quoi. t'imaginer te lever sur ta terrasse le matin, boire un café, tu vois, t'es vraiment dans l'ordre du rêve et de la vie rêvée, quoi. Là, D'accord. faut pas se mettre de barrière. Ok. Et une fois que tu as posé ça, après, tu reviens un peu les pieds sur terre et tu reviens comme ça à reculons. Et donc, ton objectif à 3 ans, parce que franchement, au-delà, c'est très compliqué de savoir ce qu'on va faire. Ouais. Ça va être peut-être de se dire, je sais pas, je voudrais avoir 5 biens, ou je voudrais avoir les 5 000 € de cash flow, justement. Euh, Quelque chose de réel. On va pas parler de choses réalistes à moyen terme, mais aller entre 3 et 5 ans, c'est tout à fait faisable. Ok. Et après, quand tu arrives sur le court terme, là, tu es capable de dire que, il faut dire que dans l'année, il faut que tu aies acheté un appartement de type T3 avec 300 € de cash flow et que à côté, je sais pas, tu pourrais développer sur d'autres classes d'actifs, mais vaut mieux au début se focaliser, par exemple, là on parle d'immobilier, donc on va rester sur l'IMO, donc se dire, ok, bah, dans les 6 mois, j'ai acheté le premier bien, et d'ici un an, j'ai acheté 2 biens. Ça, Ok. c'est très concret et on peut vraiment le chiffrer, mettre des étapes et après, ben, on avance. Donc, avant de se lancer dans l'immobilier, si bah, vous n'avez pas encore investi, effectivement, l'intérêt c'est vraiment de se poser et pas partir martel en tête et à fond les ballons et allez c'est parti, je veux faire de la coloc, du self-stockage, etc. Ouais, Non, il faut d'abord se poser pour savoir si véritablement déjà ça nous correspond ouais, c'est ça. et voilà si ça correspond du coup aux objectifs qu'on veut se fixer C'est sur ça. le long terme parce qu'il n'y a pas forcément de bon ou mauvais bien. L'important, c'est de trouver un investissement qui peut nous correspondre et adapté du coup à notre situation. Ouais, ouais, complètement. Ok. Une question que j'aimerais te poser justement à l'heure actuelle, donc des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, c'est pas ce qui manque. Le marché de l'immobilier, même si effectivement il a été un petit peu ralenti avec le Covid, le marché de l'immobilier du coup voilà, il y a beaucoup plus de gens qui sont formés, qui sont voilà, qui souhaitent se lancer, et donc les biens sont plus difficiles à trouver, que ce soit pour finalement des appartements ou pour des locaux destinés au stockage. Mm. Qu'est-ce que tu conseillerais, que ce soit, enfin, peu importe le type de bien, quelle technique tu conseillerais pour trouver un bien immobilier? En fonction de la conjoncture, Ouais, oui, oui, en ouais. fonction à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu utilises toi, par Ouais. exemple, comme C'est plutôt technique? par rapport à maintenant. Ouais, Alors, déjà, enfin, peu importe le moment, je pense qu'il faut vraiment investir régulièrement tout au long de sa vie. Quoi qu'il arrive, il y a des fois on va acheter haut, des fois on va ouais. acheter bas, et des fois les Ah, c'est taux, intéressant tu ça. vois, les Ouais, taux immobiliers vont être, enfin les taux bancaires vont être très hauts. ouais. C'est pas une raison pour ne pas investir et dire j'attendrai que ça redescende, parce que Ok, là, à faire ça, on excellent. fait jamais rien. Mm. Et donc on se lance, on achète, et on aura toujours l'occasion de renégocier son crédit plus tard. Ok, Euh, donc ça c'est important. Par contre, on va effectivement enfin garder des, euh, des, euh, des règles de base qui sont achetées sous le prix du marché. Ça, c'est règle numéro une, qu'on fasse ouais. de la résidence principale, du locatif dans ton domaine, je Ouais, pense que peu ça reste importe, vrai. c'est exactement la même C'est chose. acheter sous le prix du marché et après on pose des chiffres, on regarde si on est rentable ou pas. Ouais, Et après, sinon, sur les techniques de recherche, pour moi, ça reste toujours les le mêmes. bon coin, Ouais, ça va l'agence être. immobilière. Alors, il y a une image que justement que j'avais appris avec un formateur que j'avais bien aimé, c'était parce que tout le monde a pensé au Bon Coin, Se Loger, Ouais, Bien Ici, qui sont les trois ouais, bien sites sûr. voilà, qui marchent bien. En fait, moi, je vois ça un peu comme un tunnel. Mhm. Et entre le moment où le bien, où le vendeur a l'idée de vendre, Ouais, et le moment où il est sur le sur Bon le Coin, marché, sur le bon etc. coin, ouais. Alors, il y a C'est pour plusieurs ça. étapes. Ok, Et en fait, pour moi, il faut mettre des sondes à des étapes clés tout au long du process. ok. Alors Tu vois. comment? Donc, à la fin, c'est assez évident, on met une sonde sur le bon coin. Ouais, Mais en fait, si on reprend au début, quand le vendeur a l'idée de vendre, peut-être que ses voisins le savent, ses proches, mais pas beaucoup plus de monde. Donc, en fait, il d'accord. faut essayer d'aller à la rencontre de ces gens-là. Donc, ça peut être, c'est des techniques d'agent immobilier. Hein. Tu vas aller voir les biens où tu as des herbes hautes, où la boîte aux lettres Ouais, des gueules gueules de papier, ouais. voilà, de courrier. Tu vas te renseigner auprès du cadastre, tu vas discuter avec des voisins, enfin, tu vas regarder si tu as des carreaux pétés. Enfin, il y a plein de Ouais, stratégies comme ça pour identifier des biens qui pourraient être en vente.
Ok. Et après, les gardiens d'immeubles aussi, des fois, peuvent te donner des tuyaux, parce que là, pour le coup, ils connaissent vraiment toute la vie de la copro. Et le tout, c'est d'essayer d'avoir des infos. C'est la plus difficile des étapes, elle est là, hein, mais c'est Bien sûr. d'essayer d'avoir des étapes à ce stade, enfin des informations sur cette première phase. Après, une fois que le vendeur a décidé de vendre, et qu'en général, il va aller voir un professionnel, il va confier son bien à une agence immobilière. Là, on arrive sur la deuxième étape où l'agent immobilier est là, il a récupéré le bien, il n'a pas forcément encore, donc il a signé le mandat, mais il n'a pas encore forcément mis l'annonce. Ouais. Et à ce stade, c'est assez, pour lui, le plus simple, le plus facile, le Pareto, c'est je prends mon carnet d'adresses et j'appelle tous les investisseurs ou les gens solvables que je connais dans mon répertoire. Tout à fait. Et ça, pour lui, si en 3 coups de fil, il arrive à le vendre, là, c'est tout bénef. Il n'a pas besoin de faire de photos, pas d'annonce, etc. C'est un peu ça qu'on appelle le off-market. Mais du coup, ça, c'est une étape qu'on arrive à mettre en place une fois qu'on a quand même un peu de réseau d'agents immobiliers. Mais si on arrive à cette étape-là, c'est encore mieux. L'étape d'après, la troisième étape, c'est OK, il n'a pas réussi à vendre avec son répertoire, il va commencer à faire des photos, annonces, il met sur son site. Ah, mais pas sur le site Le Bon Coin, du coup. Pas encore. Okay. Il va mettre sur son site d'agence, et là, à ce stade, si toi, tu commences à dire agence immobilière, je sais pas, tu mets ton patelin, tu tapes toutes les agences immobilières, tu commences à prendre un bon panel représentatif des agences, des petites, des moyennes, des grosses, tu te les mets en raccourci sur ton navigateur, dans la page de recherche du site, où là, tu pré-paramètres avec ton cahier des charges, tout faire normalement, tu vois, avec les tailles, les prix, etc. En fait, une fois par semaine, tu vas aller sur tous tes raccourcis et tu vas voir ce qui sort. Et là, tu as un temps d'avance par rapport à Le Bon Coin, etc. Si ça marche toujours pas, là, pour le coup, il va aller sur Le Bon Coin, mais il faut savoir que ça va lui coûter de l'argent. C'est pour ça qu'il le fait en dernier. Tu vois. Et donc là, on se retrouve sur la dernière étape qui est Le Bon Coin. Et c'est pour ça qu'on a du mal à trouver des bonnes affaires sur Le Bon Coin, parce que, en général, c'est que c'est sorti, le bien, il a été vendu avant. S'il se retrouve sur Le Bon Coin, c'est que c'est pas une bonne affaire. Ou alors, si c'est une bonne affaire, il faut être réactif, il faut aller visiter dans la demi-journée, etc. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, du coup, aux personnes qui nous écoutent, c'est de ne pas être passif, c'est d'être actif dans sa recherche, même si ça peut prendre du temps. D'où l'intérêt de sonder en amont. Je trouve que le côté recherche sur Le Bon Coin, c'est regarder, scroller, et on voit s'il y a un truc qui tombe. Et malheureusement, très souvent, c'est trop tard. Donc, d'où l'intérêt de sélectionner dans un premier temps son secteur. Et à partir de là, on commence du coup à sonder les agences, à sonder du coup les commerces locaux, les acteurs locaux. Et on va voir effectivement avec un peu de temps et en fonction des graines qu'on va semer et de la chance qu'on va avoir, si oui ou non il y a des biens qui peuvent correspondre à nos recherches. Mais d'être acteur sur un secteur, ça peut être le meilleur des conseils finalement pour rechercher un bien immobilier. Moi, j'aimerais aussi qu'on discute d'une chose, c'est, ok, j'ai trouvé un local, par exemple, pour mon cas. Qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce qui va rentrer en compte dans l'analyse des risques, en fait? Comment je vais estimer si oui ou non ce bien est intéressant? Est-ce que je risque pas quelque chose en le prenant? Comment tu pondères le risque, en fait? Ok. Alors, en fait, quand on ne connaît pas l'investissement immobilier, on a tendance à penser que les gens qui investissent sont un peu fous ou c'est risqué. En fait, le tout, c'est d'identifier dès le début, une fois qu'on a donc appris à trouver un bien rentable, qu'on a mis les calculs, que ça tourne et qu'on l'a trouvé. À la limite, je vais partir de l'offre signée. En fait, une fois qu'on a fait ça, déjà, on a déjà levé les premiers risques. Voilà, tout ce qui est prix du marché, rentabilité sur le papier. Et là, il va falloir vérifier d'autres choses. Voir si, là, pour le coup, pour les locaux de stockage, faut raisonner un peu différemment. Mais en copro, on va être beaucoup à regarder si la copro est bien tenue, si les gens payent, s'il n'y a pas... si on est dans un immeuble, on va regarder s'il n'y a pas des termites, des champignons, des choses sur la toiture, etc. Donc là, on va regarder finalement le bâti, mais il faut se tranquilliser en disant qu'on a un peu de temps. À un moment, on a signé l'offre, en fait, on peut sortir jusqu'à 11 jours après la signature du compromis. Donc en fait, pendant tout ce temps-là, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire avant, on va lever les principaux risques au début, mais on va pouvoir creuser un peu plus à ce moment-là. Et donc là, regarder vraiment d'un point de vue intégrité du bien, que tout est carré,
qu'il n'y a pas de vis caché, il n'y a pas de choses comme ça. Ok. Ça, c'est un risque qui est important. Après, au niveau des autres risques qu'on pourrait avoir, bah, après, c'est des risques financiers. Là, c'est plus le banquier qui va les prendre. Oui, bien sûr. Donc là, nous, si on a bien fait le travail en amont de savoir où on en est, on va avoir une idée un peu de si on est finançable ou pas. Et après, bah, ça va être des risques de chantier, enfin gérer son chantier une fois qu'on a les clés. D'où l'intérêt d'avoir des bons partenaires, en tout cas ça. des partenaires qu'on connaît, avec qui, alors si on n'a pas déjà travaillé, en tout cas, d'être d'être conseillé par des personnes qui ont l'habitude. Donc on revient un petit peu au réseau, parce que du coup le réseau c'est intéressant pour ces raisons-là, qui vont pouvoir nous conseiller des partenaires qui sont sérieux, quoi. Donc ok. C'est ça. Et donc voilà, une fois qu'on a le financement, bah après ça va être vraiment bien gérer ses travaux pour démarrer le plus tôt possible. Parce qu'en fait, une opération qui a l'air grosse sur le papier, qui peut être ultra rentable, si c'est pour la sortir en 2 ans, bah en fait, on perd toute rentabilité. Il vaut mieux un petit projet moins rentable, mais qui est sorti en 4 mois. Et au moins, on peut les enchaîner derrière. Après, il y a quelque chose qui est assez intéressant, dont on avait parlé, je me rappelle, il y a quelques temps, c'est la possibilité de pouvoir se retourner. Là, par exemple, donc quand on investit, je vais prêcher pour ma paroisse dans le self-stockage, la possibilité qu'on va pouvoir avoir, c'est soit éventuellement de louer les box de son centre, soit de pouvoir revendre son centre de self-stockage, soit de se dire, ben, je loue l'intégralité de mes box et je revends le fonds de commerce et je reste propriétaire des murs. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est de peser finalement toutes les options qui s'offrent à vous dans votre investissement. Dans les appartements, c'est pareil. Finalement, un appartement, quand on va l'acheter, on va se dire, je vais acheter un T4, comme ça je vais faire 3 chambres et je fais une coloc. Est-ce que c'est rentable? Oui, non. Si je fais pas une coloc, est-ce que je peux le diviser? Est-ce que je peux le louer en courte durée? Et finalement, avoir un panel de solutions, ça va être intéressant dans la gestion des risques. C'est un très bon point, d'avoir un plan A, plan B, plan C, voilà. c'est vraiment important. Et après, en fait, si on veut le voir d'une autre manière, la prise de risque, en fait, faut partir de l'environnement du bien. Parce qu'il y a une gare à côté, un couloir aérien, je sais pas, des projets à venir. Des nuisances sonores, visuelles, olfactives. Ça, c'est vraiment c'est clair. Bon, dans le stockage, ça, on n'est pas embêté. Le stockage, ça devient un peu plus souple. Mais par exemple, se dire, ok, mais est-ce que la zone, elle va évoluer? Donc, étudier l'urbanisme, le PLU. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un point qui est hyper important. Regardez ça. En amont, Et éventuellement, ça peut être applicable au local de stockage s'il y a des changements de destination à faire. Tout à fait. Des DP, des permis de construire ou autres. Des règlements de copro qui autorisent ou non. Ça, c'est vraiment des choses à caler en amont. Donc voilà, l'environnement. Après, il y a le bien lui-même. Ça, on en a parlé. Et puis après, voilà, faut y aller. Moi, j'ai l'impression, je sais pas toi, mais quand tu décides de te lancer dans l'immobilier, que tu es nouveau, t'as cette entre guillemets cette pression de trouver vite un bien et vite et le premier que je prends, je trouve, blam, ça y est, je l'achète et j'analyse pas forcément justement la gestion des risques. Est-ce que tu aurais un petit mot, un petit conseil à donner justement à toutes ces personnes qui sont débutantes entre guillemets et donc qui veulent à tout prix trouver un bien et qui se jettent sur le premier bienvenu sans forcément faire tout ce travail de gestion des risques là? Bah écoute, moi je pense qu'il vaut mieux cette attitude-là que l'inverse, qui est l'analyse paralyse. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont être à faire de l'immobilier en démo, tu vois. Bien sûr. Regarder sur son tableau, retriturer les chiffres, prendre des marges énormes. Du coup, jamais trouver de bien rentable. Tout à fait. Du coup, décaler le passage à l'action, tu vois. Et alors que de l'autre côté, on a quelqu'un qui passe vite à l'action, qui peut se tromper. Mais s'il est quand même dans une démarche, tu vois, voilà, il est formé, qu'il a quand même un peu de cogite sur l'analyse des risques, vaut mieux y aller. Puis à partir du moment où il va, donc ça rejoint. Le réseau, aussi. Pardon. Alors j'avais plus en tête, tu vois, la réversibilité, le plan A, plan B, plan C, tu vois. C'est ça que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui est un peu trop à bloc, qui shoot très vite. C'est ok. Tu vas shooter vite, mais est-ce que tu as fait l'effort de réfléchir à ok, si ce plan ne marche pas, c'est quoi mon plan B? Au moins un plan B, tu vois? Ok, donc l'idée de penser, alors, pas se précipiter pour autant, mais quand même, voilà, au bout d'un moment, il faut y aller, il faut se lancer. Vous avez fait une formation, donc voilà, et puis aussi, il y a le côté, donc,
comme tu disais, prévoir les plans A, plan B. Et après, enfin, encore une fois, moi, c'est quelque chose que je conseillerais. Je sais pas si tu l'as utilisé toi, mais c'est le réseau, en fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait une formation, il y a un réseau, partagez Ouais. vos biens, vos recherches, et puis à partir de là, voilà, vous aurez les retours de certains élèves qui vous diront si oui ou non cette OP elle est rentable. Il faut pas avoir peur justement de partager tout ça. Donc il y a tout pour tout le monde. C'est un savant mélange entre je fonce et Ouais. puis en même temps, voilà, je peux consulter autour de moi quand j'ai du monde. Ok. Mais il y a vraiment cette notion de, à un moment, enfin, moi j'ai fait du parachutisme pendant un petit moment. Ah, j'adore. Et Je alors, sais ce en que tu fait, veux dire. le parallèle, c'est exactement le même en immobilier. C'est que quand on est dans l'avion à 4000 mètres, que la porte s'ouvre, qu'on a tout le vent là qui s'engouffre à 200 km/h, en fait, là, il faut juste poser le cerveau et sauter. Si on commence à compter, à réfléchir, à machin, On y on n'y va. va jamais. D'accord. Donc en fait, on pose le cerveau, on saute, et un truc magique qui se passe, c'est que quand on est dans les airs, la peur, elle reste dans l'avion. C'est-à-dire que tu es vraiment juste dans le kiff, en fait. Tu es dans l'action. Ok. Et l'action chasse la peur, toujours. Donc moi, c'est ce concept-là, en fait, je l'ai conceptualisé là, Ouais. récemment, mais ce que je faisais en parachutisme, en fait, marche très bien dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Et bon, alors moi je vais parler un petit peu de perso et justement je me rappelle cette image-là parce que quand je me suis lancé dans mon premier investissement dans les box de stockage, j'avais pas de formation. Je fais mille et une bourdes et je me rappelle on avait parlé et tu m'avais dit bah, dans tous les cas c'est bien de penser justement à toutes les problématiques que tu vas avoir, sachant qu'encore une fois j'avais pas de formation. Je me suis lancé balle à blanc et allez c'est parti quoi. Et donc du coup tu m'as dit dans tous les cas l'action ça va t'aider justement à avancer. Et il faut bien que tu te jettes, que tu sautes le pas pour que derrière tu puisses apprendre. Quoi. Ça, Donc, c'est ok. une vraie clé. Yes. J'aimerais qu'on parle donc des nouvelles règles HCSF et de ce fameux taux d'endettement dont on parle tant. Ouais. Est-ce que toi, donc du coup, au niveau des élèves que tu coaches, tu ressens justement certains blocages? Est-ce que tu trouves qu'il y a moins de gens qui investissent? Et si tu vois, enfin, j'imagine qu'il y en a qui investissent puisqu'ils sont formés par tes soins, mais comment ils réussissent à passer outre ces règles HCSF? Ok. Alors, ça, en fait, qu'il y ait des règles HCSF ou pas, comme je disais tout à l'heure, il faut continuer à investir. C'est juste que c'est un peu plus compliqué. D'accord? C'est clair qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'investir qu'il y a 4-5 ans. On a eu un âge d'or là où en fait tout passait. Tout à fait. Je vais prendre, pour répondre, deux images. Enfin, il y en a une, c'est plutôt à titre personnel, et l'autre, c'est avec mes élèves. En 2021, j'avais trouvé un immeuble que j'ai signé. À l'époque, en fait, mon banquier m'avait donné une capacité d'emprunt de 428 000. Je me souviens très bien de ce chiffre. Quand je suis allé le voir, moi, je m'attendais à ce qu'il me dise 150. J'avais déjà investi, j'étais encore en CDI. Il me dit ce chiffre. Et je me suis mis comme challenge de lui ramener un immeuble Ah, ce montant-là. voilà, À peu avec près, un oui. maximum de ça. Donc en fait, un mois après, je reviens dans son bureau, je lui pose le compromis, c'est-à-dire que non seulement j'ai trouvé l'immeuble, mais derrière j'avais signé le compromis et je lui Sûr pose le de truc sur la toi, table. ça passe, quoi. Et on était à 400 000, Ok. donc on était un immeuble à 267 000, Les 500, travaux, les travaux, etc. On était à 400 000. Je lui pose le dossier, il me dit ok c'est parti, on y va. Donc il commence à faire le dossier, et puis sauf qu'il était parti pour me le faire en nom propre. Je lui dis non, cette fois-ci moi je voudrais investir en société. Donc là j'ai pensé à la SCI. Et là, il me dit, c'était quelqu'un qui démarrait, il avait besoin que ce soit son chef d'agence qui gère. Ouais. Et donc il m'a dit, là, il faut prendre rendez-vous. On était en plein mois d'août. Et il donne rendez-vous début septembre. On était en septembre 2021. Ok. Le HCSF a serré la vis tout début septembre. Fin Ah ouais. août. Ok. Donc en fait, moi, je me retrouve dans une position où là, les vannes commencent à se fermer, mais je le voyais pas encore. C'est-à-dire qu'au début, je me souviens, je suis allé voir ma première banque qui m'avait suivi sur d'autres investissements. Et là, elle me dit, OK, sur un projet de 400 000, 40 000 euros d'apport, je vous suis. Dans ma tête, je me suis dit, non, mais ça va pas, enfin, je vais aller, next, je vais aller voir une autre banquière, je vais trouver, tu vois. J'avais pas compris dans quoi je m'embarquais, enfin, dans quoi ça s'embarquait, dans quoi ça évoluait, oui. tu vois. Et donc, en fait, là, derrière, j'ai commencé à sortir les rames pendant toute la fin d'année, septembre, octobre, novembre, la fin du compromis, enfin, Pour trouver un délai, financement. pour trouver un financement, Ok. le délai, j'arrivais à la fin, donc j'ai réussi à convaincre le vendeur de refaire un délai. Ouais. Ok. On se rapprochait de novembre, j'y arrivais toujours pas. Et à ce stade-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que au total, j'ai vu 22 banques jusqu'à fin décembre de cette année-là. En 4 mois, j'ai vu 22 banques. 21 mois pour Et mon en- premier projet. Et en fait,
j'aurais jamais fait ça si dans ma tête, je m'étais pas mis qu'il y avait quelque part un conseiller bancaire qui allait croire en mon projet. Yes, Tu vois? Et ça, je me le suis dit, et c'est ça qui m'a tenu, tu vois. J'adore. Et donc voilà, j'ai rien lâché et j'ai fini par l'avoir. Donc c'était très compliqué avec le HCSF. On a trouvé des solutions. C'était une SCI à l'IS, Ouais. mais on en parlera tout à l'heure. Il y a des parades au HCSF, mais là pour le coup, c'était considéré comme de l'achat patrimonial particulier. Donc c'était compliqué, quoi. Ok. J'ai réussi à déverrouiller ça à ce moment-là, malgré le HCSF. Il y a un autre exemple que je voulais prendre, c'était dans mes élèves, justement, il y a un peu de tout et quelque part c'est assez. Si on répartissait ça sur une courbe entre ceux qui trouvent pas, on a toujours à peu près la même courbe, Ah bon? que ce soit période HCSF ou pas. En volume, tu vas en avoir un peu moins forcément dans cette période-là, mais Ouais. il y a des élèves, ça va pas les empêcher de tout déchirer, Et d'aller pourtant, trouver la formation. voilà, ils sont Voilà. pas, C'est pas ça. différents des autres. C'est ça. C'est juste Donc, que. en fait, moi, ma meilleure recommandation, c'est déjà, si on n'a pas le choix, on achète en particulier, on va voir les banques qu'il faut, enfin, on fait le travail, on y va. Tant qu'il y a du temps, ben, on n'arrête pas, on prend des rendez-vous, on enchaîne. À chaque rendez-vous bancaire, à la fin de chaque refus, on demande au banquier qu'est-ce qu'il aurait manqué à mon dossier, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Et on repart avec une pépite en général, on repart avec quelque chose et on va affiner un peu son dossier, on va mettre un peu moins en avant certaines choses et plus en avant d'autres. Et comme ça, on améliore son dossier. Moi, j'ai envisagé acheter au début seul, ensuite avec ma femme, ensuite avec ma mère, ensuite vraiment, j'ai fait plein de scénarios différents. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y a un autre levier pour éviter le HCSF, c'est d'acheter en société et de basculer dans le monde des pros. Allez, donc du coup, j'aimerais que qu'on en parle justement. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne et en quoi c'est différent d'investir en tant que particulier, quoi. Ok. En nom propre. Alors, quand on achète en pro, déjà, c'est bien. C'est un bon. Enfin, en général, c'est que on a eu 1, 2, 3 opérations en perso, qu'on commence à être assez endetté en nom propre. Éventuellement, si on fait du meublé, qu'on a explosé notre poche LMNP. Et on commence à basculer dans le LMP, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne idée. Ah oui. C'est pas le diable, hein, le LMP, mais voilà, il y a des contraintes. Donc en général, moi, ce que je préconise, c'est sur le premier ou les 2 premiers biens, on se pose pas de questions quand on fait du meublé LMNP. Et après, on va basculer dans le monde des sociétés. Et là, du coup, quand on arrive dans le monde des sociétés, bah, déjà, on commence à avoir un peu d'expérience. Et il y a des choses à savoir. Quand on passe devant chez le notaire, il n'y a plus les 11 jours de rétractation après le compromis. Loi Scrivener, on achète, ça y est, c'est engagé, quoi. Engagé. Le seul motif pour sortir, ça va être les conditions suspensives qu'on a mis dans le compromis. Voilà, donc il y a ça. Et après, l'avantage, donc ça c'est un peu la limite, l'avantage c'est que quand on va aller voir le banquier, si le banquier nous fait confiance, il s'en fout des règles du HCSF. On n'est pas concerné, c'est les ménages qui sont concernés par les règles du HCSF. 25 ans d'endettement, 35% maximum, pas de calcul différentiel. Toutes ces règles-là, elles s'appliquent pour les particuliers. Pour le pro, le bon côté, c'est que du coup, on n'a plus cette limite-là. Finalement, c'est la société qui s'endette. Éventuellement, il va demander une caution sur la tête du porteur du projet. Donc, c'est pas toujours une bonne chose, mais au début, on n'a pas trop le choix. Donc, là, moi, j'ai eu un projet où j'ai accepté d'être caution. Après, je pense qu'au bout d'un certain temps, quand on commence à avoir plusieurs biens en pro, là, on peut exiger. En fait, c'est tout simplement que quand tu vas partir sur un bien que tu achètes en société, le banquier va dire, ok, moi, je vais me couvrir en vous demandant d'être caution à hauteur de, ça peut être la hauteur du prix du bien, ou une fraction du prix du bien, qui va déclencher si jamais tu es en retard sur tes mensualités ou si tu peux plus assumer les mensualités. Donc c'est quand même une épée de Damoclès, faut pas se montrer. Et c'est pour ça qu'on entend des fois des entrepreneurs hors immobilier qui ont dit mais j'ai fait une bêtise, je me suis mis en caution sur ma boîte et j'ai tout perdu. Parce que quand on dit en professionnel, on sépare, on met vraiment une barrière opaque entre le patrimoine perso et le patrimoine pro. Ça, c'est vraiment l'avantage du monde des pros. Sauf si on est caution. Donc voilà, ça faut faire attention à ça. Et après, il y a un autre inconvénient aussi, c'est qu'on est sur des durées plus courtes en général. Il faut oublier le 25 ans. Le 20 ans, c'est pas évident.
Et voilà, on va être en général sur du 10-15 ans. D'accord. Euh, avec des taux plus élevés. Ouais. Que Donc des mensualités. Donc des mensualités un peu plus élevées. Okay. Mais c'est une très très bonne manière de continuer à évoluer derrière et d'éviter les lois du HCSF. Ok. Concernant donc les achats en société, quand tu investis dans le self-stockage, on dit en général d'acheter en SCI les murs et en société en SAS ou SARL, du coup la partie exploitation. Quel est l'intérêt du coup, d'après toi, de partir sur ces solutions-là d'un point de vue fiscal, d'un point de vue économique précisément? Voilà. Quels sont d'après toi les avantages de partir en société au sens large du terme? Alors en fait, ce qui est intéressant dans le monde des sociétés, c'est qu'à partir du moment où tu as une société d'exploitation qui commence à tourner, oui. donc qui va cracher du cash parce qu'il y a une bonne activité, donc ça peut être l'exploitation d'un centre de stockage, là on peut commencer à réfléchir à un développement en holding, Okay. parce que justement on a ce moteur-là qui est la société d'exploitation. Beaucoup parlent de la holding, c'est un effet de mode où on se dit waouh, il y a une holding, etc. Ouais, c'est vrai que ça fait américain, quoi. Tu vois, ça fait vraiment. Mais en fait, le truc, c'est que la holding sans son moteur sous le capot qui est la société d'exploitation, ça sert à rien. D'accord. Ça sert à rien de le monter trop tôt. Donc quel est l'intérêt de la holding? Donc du coup, là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, on va regrouper un certain nombre de sociétés sous une société mère, qui est une holding, dont le seul rôle est de détenir des parts. En tout cas, le rôle principal, sa définition, c'est détenir des parts. Okay. Et donc, elle va détenir des parts de ta société d'exploitation, mais elle peut aussi détenir des parts de ta société qui détient les murs. Ouais. Et puis après, si jamais à un moment donné, ça marche bien, que tu as un excédent de cash dans une de tes structures, tu peux remonter des dividendes dans ta holding avec un frottement fiscal quasiment nul. Ah ouais, donc t'es pas imposé. T'es imposé, mais très faiblement. Pour donner une idée, sur 100 000 euros remontés, tu vas laisser 750 euros d'impôt. Ouais. Donc tu vas pouvoir, grosse différence avec un nom propre, quoi. Avec voilà, si jamais tu voulais faire la même chose en nom propre, tu sors de ta société d'exploitation 100 000 euros en dividende, donc flat tax, tu laisses 30% sur la table, et tu n'as plus que 70 000 pour investir dans ta SCI pour acheter l'immobilier. Là, tu remontes 100 000, il te reste 99 250 que tu peux intégralement prêter à la fille, qui va ensuite acheter l'immobilier. Donc voilà, ça c'est un peu ce développement-là qu'on cherche au bout d'un moment. Et après, en fait, cette imbrication entre les deux sociétés, c'est quelque chose qu'on voit souvent. En fait, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Et puis en fait, on peut indépendamment demain revendre. Il faut aussi penser revente. Soit les murs, soit la société d'exploitation. D'accord. Ok. J'aimerais qu'on parle aussi de la partie réseau, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et de l'importance de développer son réseau. Est-ce que toi tu y travailles du coup et comment? Alors ça c'est un point qui est hyper important, et alors c'est perfectible, hein. Moi je sais que j'ai des choses à développer là-dessus. Je me souviens qu'un de mes premiers, quand j'ai pris conscience un peu de tout ce qui est se mettre des objectifs, voilà, développer de la persévérance et puis avancer tous les jours un petit peu. Je sais que dans la partie un peu, on va dire, sociale de l'entrepreneur, c'était sortir de son isolement, parce qu'on est souvent un peu isolé dans son activité. Donc faire des séminaires, aller faire des apéros dans sa ville avec des investisseurs immobiliers ou des gens qui ont des sociétés. Changer un petit peu son cercle de connaissances. Et donc moi je m'étais dit, il faut qu'une fois par semaine, je fasse un repas avec un investisseur ou un entrepreneur dans mon réseau. Ah ouais. Tu vois, je m'étais mis ce truc-là en me disant, j'essaye de... Alors, c'est peut-être un peu ambitieux une fois par semaine, mais ça peut être 2 fois par mois, tu vois, se dire, je vais déjeuner avec un investisseur ou un entrepreneur. Et puis, en fait, petit à petit, tu vois que ton cercle, il se rééquilibre différemment. Entre les gens qui comprennent pas ce que tu fais, ou alors les gens qui t'inspirent ou avec que tu commences à fréquenter par ton activité, en fait, le réseau, il se cale. Et après, ce qui est pas évident à faire, c'est de l'entretenir. On parlait des agents immobiliers. Tu vois, quand tu vas aller à la recherche de biens, tu vas rentrer dans les agences, tu vas faire du porte-à-porte, tu vas laisser des cartes de visite. Et là, en fait, il faut se mettre cette discipline de un petit SMS de temps en temps, aller inviter à boire un café l'agent immobilier,
Ce truc-là, moi, je sais que je l'ai beaucoup fait en période de recherche. Ah ouais. Ouais. Et en fait, l'effet derrière, c'est qu'en allez, 2 mois, Ok. tu te retrouves à avoir des coups de fil dans tous les sens et tu as des chasseurs immobiliers gratuits. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils deviennent vraiment. Ah ouais, c'est Tu génial. vois, Alors en fait, quand t'es en période de recherche, Mm. ça, tu vois, on bascule un petit peu, mais Ouais. du coup, c'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu mets en place justement pour trouver Ouais. un bien? Parce que voilà, le plus important, c'est ça, quoi. Finalement, après, le reste, ça vient. Et le plus, entre guillemets, difficile, c'est de trouver le bon bien, le Ouais. bon prix, etc., Ouais, ouais, etc. Mais qu'est-ce que c'est ta routine, toi? Bah écoute, tu vois, tu te souviens du tunnel là que je décrivais tout Ouais. à l'heure. Ouais. La première étape, ça reste quand même anecdotique, c'est-à-dire que ça va être plus l'occasion qui fait le larron. Je me balade dans la rue, je vois un truc, Ouais. j'essaie de me renseigner. Et après, ça va être plus aller voir les agents immobiliers, me présenter, laisser une carte de visite. Toc, laisser... toc, toc. Ouais, Ah ouais, je me carrément. présente, Ok. je cherche ça. Je conseille même des fois à mes élèves de faire comme un petit book ou un petit flyer en fait, une page où il y a le secteur, le cahier des charges, Ah, et excellent. le déposer comme ça, tu vois, dans les agences, comme ça ils savent ce que tu recherches, tu peux leur envoyer par mail. Mhm. Et après, c'est ok, est-ce que vous avez des nouvelles une fois par mois, ou de temps en temps, t'envoies un SMS. Donc tu as cette routine-là à mettre en place avec les agents immobiliers. Après, sur tout ce qui est annonce, tout ce qui est alerte, bah, en fait, tu peux très bien, ce qu'on peut faire, hein, c'est mettre des alertes qui régulièrement vont nous sortir les biens et Ouais. nous, ça peut être tous les jours au café. En fait, il faut se trouver un moment dans la journée. Ouais. Après, J'allais y parler. tu vois, après manger, le matin au café, quand les enfants sont couchés, peu importe, on se trouve un moment et on se les met en favori. Et après, en fait, ça c'est pour les annonces. Pour les sites internet des agences, on peut se faire ça une fois par semaine. C'est largement suffisant Ouais. parce qu'il y a moins de flux. Et ensuite, c'est se trouver à un petit moment dans la semaine où tu appelles. Donc moi, en général, j'ai mon tableau de rentabilité. J'ai mes annonces que j'ai pré-catées, enfin que j'ai listées. Ouais. Et je vais rentrer dessus une par une. Je les bascule sur mon tableau de rentabilité. Si Ah, le je fais truc il pareil. commence à avoir de la gueule, j'appelle l'agent et je complète toutes les infos qui me manquent. Et après, je déclenche une visite ou pas. Ouais, c'est marrant parce que j'ai fait ça, j'ai créé un outil comme ça qui n'existe pas, hein, sur le marché. Ok. De toute façon, là, une formation dans le self-stockage à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Ouais. Donc j'ai créé aussi cet outil-là, adapté au self-stockage. Donc en gros, tu rentres tous tes éléments et à la fin, il te dit oui ou non, le produit n'est pas rentable Et ou ouais. il est rentable. Ouais. Donc ouais, carrément, Ouais. ok. Donc du coup, est-ce que t'as une morning routine, toi? Ouais. Ah ouais? Ouais, je me souviens. Alors, tu sais, au début, quand tu commences à rentrer dans tout ça assez vite, Ouais, tu mets le justement. doigt dans le dev perso. Ouais. C'est Donc aussi, tu ouais. vois de tout. Il y a des trucs. Tu te dis, putain, ouais, si je veux tout faire, ça va être. Ouais, tu Tu peux sais, pas. tu deviens un robot, quoi. Mm. Et j'ai testé plusieurs choses. Et ce que j'ai gardé pour l'instant, c'est. Je me lève avant tout le monde à la maison pour avoir cette petite heure Je pour me moi. lève tous les matins. Donc je vais me lever en premier surtout. Ouais. Et, alors tu vois, j'ai eu testé les 5 heures du mat Ah ouais. en mode hardcore à faire plein de trucs Ça et te à correspondait pas. bosser aussi. Et bah là, je suis plutôt sur du 5 heures, 5 heures et 15 quart. heures de l'après-midi. Non. En fait, je me suis découvert, moi j'étais un lève-tard et, Ah ouais. en fait, depuis 5 ans, là, depuis que j'ai lancé tout ça, je suis devenu un lève-tôt, mais Ok. j'aime bien ce truc de me dire, bah ok, là, je suis tranquille, je suis dans ma bulle, je prends du temps pour moi et je me mets en condition pour attaquer la journée. Ok. Et du coup, ce que je fais, c'est que voilà, je vais me lever, je sais pas, 6 heures ou plus tard, mais Ouais. j'aime bien le 5h50, tu vois, genre t'as les 5-10 minutes pour te lever, boum, je me lève. Là, je vais faire douche froide. Ah C'est ouais, à la direct. mode, c'est à la mode, mais Ouais, c'est vrai moi, que c'est un truc qui marche bien, c'est-à-dire que je Ah me ouais. lève, douche froide. Ça, il paraît que ça libère de la dopamine, enfin moi, ça me fait du bien. Et au niveau défense naturelle aussi, Ouais, un c'est truc très bon, ouais. de fou Tout à fait. parce que je suis pas très souvent malade. Ouais. Je commence par ça. Après, je prie moi. Ok. Donc, tu vois, on parle de méditation. Ah, bien sûr, c'est bien sûr. une vraie forme de Je pratique méditation. ça aussi à titre Donc, perso. donc voilà, moi j'ai Ok. j'ai 20 minutes tous les matins où je suis en prière. Ok. Donc, c'est un moment où en fait je me recentre. Et ce truc-là, je l'ai testé avec et sans. Et la journée n'est pas la Il même. manque quelque chose, quoi. Et c'est pareil pour la douche froide. En fait, il y a des trucs que j'ai testé avec et sans. Et en fait, quand je le fais pas, j'ai la Ouais, tête tu dans démarres ma- pas sur Ouais, le- je suis pas. Voilà. J'ai mon petit café que je me fais à côté, que je sirote. Ouais. Et là, boum, je démarre ma journée, tu vois. Ok. Voilà, c'est des choses très simples. Alors, tu vois, ma petite,
il y a aussi ce truc que je vais caler, c'est de démarrer une journée. Jamais démarrer une journée tant que je me suis pas noté ce que je vais faire dans ma journée. Ah ouais, donc Et ça, en tu fais la général, je veille? le fais la veille. Ok, d'accord. Ouais, Tu pareil. vois. Donc, il y a la routine du matin, tu as la routine du soir. Ok. Les routines du soir, c'est inspiration. Tu vois, j'aime bien mater des vidéos Ouais. d'entrepreneurs qui m'inspirent, je sais pas, ou de musiciens qui fait un truc de malade, tu vois, qui te transporte. Sur YouTube? Ouais, sur YouTube, Ok. beaucoup, ouais. Ça peut être voilà, musique, sport, inspiration, business, tu vois, principalement ça tourne autour de Ok. ça. Comment tu fais pour le trouver? Ça m'intéresse. Ouais, en Je fait, pense que je suis pas tout quand seul. je suis sur. En fait, c'est YouTube Dans qui te ton trouve. fil, ouais, C'est l'algorithme. YouTube qui te trouve. Et t'as Tu des commences trucs, à des taper vidéos, trucs. des chaînes que tu suis, que tu peux conseiller? Ouais, Bon, sans permission, déjà. c'est assez vrai, mais après, ouais, sans permission, j'ai une période là qui est en train de se finir, mais j'ai Ouais, vraiment moi, c'est regardé pareil. un moment. Il y avait un gars qui faisait du piano dans les gares, là, je trouvais ça Ah oui, excellent. oui, ok. Et du coup, il y en a 2-3 maintenant que j'ai découvert par Ouais. mon feed. Ok. Et, j'aime bien regarder, c'est des petits shorts, tu les vois jouer. Ouais. Et voilà, moi, j'ai fait un peu de musique et je trouve Ouais, ça ça te cool. parle, ouais. Et puis après, je sais pas, tout ce qui est. C'est pas vraiment lié à la performance, c'est lié, tu vois, aux gens qui se réalisent dans leur truc, en fait, tu vois. Ok. Parce que tu vois quelqu'un, je sais pas, je parlais de parachutisme, un mec qui est en wingsuit en train de faire un truc qui a jamais été fait, ou de voir un gars qui court, ou de voir une équipe de peu importe le sport, j'aime plein de sports, tu vois. Ça va me plaire, en fait, tu vois, ça va vraiment Ouais, te mettre dans me une tirer vers le ambiance. haut, j'ai l'impression, tu vois, ça me transporte, et puis Ouais. j'aime bien dormir sur un truc comme ça, et pas un autre truc dans Ouais, la ouais, routine. problème. On coupe la radio, on coupe la télé, on coupe Ouais. tous les trucs négatifs qu'on peut avoir. Ok. Tu vois, les infos, les machins. En fait, moi, je vais de manière active m'informer quand il y a besoin. Ouais. Et de toute façon, je me dis que s'il y a un truc grave, Oui, tu le sauras. je le saurai c'est par clair. mes voisins, par machin. Oui, c'est clair. Donc, et ça, c'est un vrai truc à mettre dans sa routine Ouais. parce que ça te coupe toute l'énergie négative et tu te mets vraiment dans ta bulle d'entrepreneur. Et le soir, le plus possible, j'essaie de faire ça. Je me dis, ok, demain, je fais quoi? J'essaie pas de me faire une to-do Ouais. à la Prévert, là. Ouais. Je me dis, ok, c'est quoi les 3 trucs impactants demain que je veux faire? En fait, vraiment les 3 du coup, trucs. tu penses à moi tous les soirs, quoi. Je fais ma todo. Ma Liste. to-do list, ouais. Et j'essaye de vraiment de pas. Tu vois, on l'a tous vécu, ça, de se mettre un truc. Ouais, pas avec, faire, tu vas paralyser. pas faire le tiers de ta liste et écurer à la fin de la Alors, journée et tout ça. moi, tu vois, ça, je le Ouais. pratique, la grande liste. Ouais. J'ai testé la petite liste et la grande liste. Mm. Et la grande liste, je la pratique parce que je sais très bien que je ne peux pas tout réaliser. Ouais. Mais il est probable que, en fonction de ma journée, de mon humeur et tout ça, il y a un truc que j'ai pas envie de faire, que je Ouais. me suis obligé à faire si Ouais. j'avais fait une petite liste. Et donc, du coup, là, l'avantage, c'est que j'ai le choix, ce quoi. truc-là. Ouais, voilà, je vais partir sur autre chose et en même temps, et à long terme, j'aurais tout réalisé. J'ai une ligne plus grande, Ouais. et une direction plus importante, mais c'est Non, pas moi, je te grave. rejoins, c'est bien. Enfin, de toute façon, t'en auras toujours une tartine. Ouais, bien Mais sûr. par contre, de se dire avant de dormir, voilà les 3 trucs de demain. Ouais, Et genre, limite, prioritaire. le premier, Ouais, genre celui-là, tu le fais et obligatoire. tu retournes te coucher si t'as envie. Ou Ouais. tu sors boire un coup. Ah tu ouais, vas faire excellent. tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est quoi le truc le plus Le impactant plus de ma important. journée Ok. sur lequel je peux pas passer? Et si je l'ai fait, je me sens bien. Tu vois, j'ai fait Ouais, le t'as job. fait le taf, Tu quoi. vois? Donc il y a un top 3, mais le top 1, il est top celui-là, justement. Ok. J'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que tu as des outils ou des ressources que tu utilises toi à titre d'investisseur? Ça peut être du développement personnel, ça peut être des livres, des sites internet, des outils que tu Ouais. utilises. Qu'est-ce que tu aurais à partager? Alors déjà d'avoir un bon calendrier, tu sais, moi, Ah ouais. j'ai beaucoup de mails, enfin beaucoup d'adresses mail. Effectivement. On en avait parlé par l'historique, j'ai plein d'adresses mail et là j'ai trouvé, j'utilise un outil qui s'appelle Notion. Ouais. Et qui est connectable à ton calendrier Google, et donc en fait, ou à tes calendriers Google. D'accord. Là, j'ai découvert ça il y a quelques mois. J'ai mon Notion Calendar qui est connecté à mes calendriers principaux, D'accord. ceux du coaching. Ouais. Je vois les 3 activités que j'ai, plus ma boîte de sous-loc et de conciergerie. Et donc tout ça, visuellement, je sais que chaque jour, j'ai ça à faire. Enfin, je vois en tout cas mon emploi du temps. Ok. Avoir une vue claire sur mon emploi du temps. Ça, c'est une base. Et après, sur Notion, moi, j'ai découvert cet outil. C'est juste énorme ce qu'on peut Et faire alors, avec. quelle est la particularité? C'est quoi? C'est un outil qui permet de prendre des notes, c'est ça, et de lier les notes à ton calendrier. Par exemple, tu marques des tâches et. Ouais, alors, je sais pas si tu as l'occasion Si, d'utiliser Notion si, un ouais, petit peu. mais je t'avoue, je n'utilise Bon, pas tous les jours. en fait, c'est
y a des outils beaucoup plus cadrés comme Monday, comme tu sais où tu vas avoir des tâches, tu vas pouvoir allouer ça à des gens, tu Ouais. vas pouvoir gérer des projets, etc. Notion, c'est un outil qui peut permettre de faire ça. Par contre, tu arrives sur une page blanche Ouais. et Comme note, quoi. et voilà, et tout, il faut tout construire. Donc c'est au début, moi quand j'ai été chargé pendant 6 mois, j'en ai rien fait. Et D'accord. t'es là, tu sais pas par où commencer. Et en fait, c'est très simple, tu mets des blocs où tu vas pouvoir mettre des pages dans D'accord. lesquelles tu vas rentrer des images, du contenu, des headings un peu comme sur Ouais, une ouais. page Internet. internet, hein, 1, 2, 3. Tu vas pouvoir mettre des listes à puces, tu vas pouvoir mettre des tableaux, des bases de données, plein de choses. Ok. Et donc moi, ce que j'avais mis en place, c'est une to-do là-dedans Mhm. que j'ai relié en fait à des projets. Et ces projets, ils sont reliés à des objectifs. Ah, ok. Tu vois, et en fait, quand tu pousses le truc, tu peux aller sur. Alors, on entend parler des OKR et de choses Ouais. comme ça. En fait, je pars en fait en début d'année sur une ambition. Donc, c'est là où il y a mon truc lointain, là, le rêve, le Ah, machin. ouais, c'est marrant, on Tu vois. revient au Ouais, démarrage ouais, comme une c'est boucle, c'est pour intéressant. essayer de. Tu vois du plus vague au plus précis. Ouais. Et donc, en gros, si tu déclines le truc, tu as tes ambitions Mhm. qui découlent sur des objectifs. Ouais. Ces objectifs-là, tu les déclines en projets qui vont répondre à tes objectifs. Et après, ces projets, ben, en fait, tu les déroules sur un temps donné Ouais. avec des actions. Tu vois. Ok. Et c'est ça que je mets en place pour avoir un peu quelque chose qui te guide, parce que sinon, t'en as dans Ouais, tous les tu sais pas où sens. aller, c'est Voilà. le bordel. Ouais. Et alors, tu peux être encore plus concret Ouais. en me disant, bah, par exemple, j'ai tel objectif, et pour arriver à tel objectif, j'ai telle tâche à effectuer pour avoir un exemple et que les personnes qui nous écoutent Ouais. puissent se représenter ça. J'ai essayé de trouver un exemple qui est... alors, en fait, pour donner le niveau des projets, c'est par exemple la refonte de mon site internet. Ouais. Ça va être le coaching. Tu vas mettre en place le coaching, Ok. gérer mes élèves, etc. Ça va être trouver la conciergerie. Quand je l'ai lancé, c'était un projet à part entière. Ouais. Donc, Développer une conciergerie. Voilà, c'est ça. Ok. J'ai acheté un immeuble, Mhm. faut gérer tout le truc, le mettre en loc, ça devient un projet. Ok. Donc, je sais pas, je vais prendre un exemple de choses que j'avais mis en place. Ouais, par exemple, tu vois, sur mon activité, j'avais un objectif de chiffre d'affaires, c'était la 3e année. Ouais. Je m'étais fixé un chiffre d'affaires et je m'étais dit, ok, pour ça, il faut que je décline en fait En tâche. en tâches. Ok. Et les tâches, c'était, ok, bah, il faut que je trouve tant d'appart cette année. Ok. Il faut que j'ai tel chiffre d'affaires. Du coup, ça me fera tel chiffre d'affaires par appart. Ok. Et après, en fait, les apparts, ok, bah, je le décompose. En fait, c'est ce truc-là que j'avais entendu, que je trouve vraiment ça hyper intéressant. C'est l'image, même pour les enfants. Tu vois, moi, j'ai 2 filles. Je dis à ma grande, je dis, tu sais comment on fait pour manger un éléphant? Alors, regarde comme ça avec ses grands yeux. La première fois, tu vois, je dis, bah, cuillère par cuillère. Donc, tu vois, t'as vraiment ce truc Ah, de, excellent. t'as une macro tâche, t'as un truc, c'est C'est énorme. impossible, ouais. Et en fait, tu le décomposes en bouts. Ok. Et après, tu te le déroules. Et tu sais que, bah, d'abord, il va falloir prospecter sur le bon coin. Il va falloir parler à ton réseau. Du coup, avoir plus de gens dans ton pipe de prospection. Derrière, tu vas pouvoir signer plus de propriétaires. Et derrière, il va falloir être rapide sur la mise en place. C'est-à-dire la décoration, enfin l'ameublement, la décoration, la mise en ligne des annonces, etc. Pour ensuite dérouler. Et puis après, bah, en fait, tu le monitores sur l'année. Ouais. Et tu vois si à la fin de l'année, tu as atteint ton objectif. Ouais. Ouais. Ok. J'aimerais terminer cette interview avec un conseil que tu donnes tout le temps à tes élèves. Un conseil qui, en tout cas, toi te parle, ou peut-être une phrase qui revient régulièrement, ou ta phrase fétiche, etc. Ouais. Bref, quel conseil tu donnerais, si possible, appliqué au Ouais. self-stockage? Ouais. Mais là, Sinon, c'est ce que je veux te dire, c'est applicable à tout, d'accord. à la vie. Ok. C'est applicable au self-stockage, c'est applicable à l'entrepreneuriat et puis plein de choses. C'est cette idée tu vois, de se poser, en fait, de vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut. Et cette vision long terme qu'on peut avoir, ça nous donne une mission, en fait. Tu vois, c'est vraiment se dire, ok, je suis là pour ça. Et en fait, sur toutes les sphères de ma vie, je vais avoir des objectifs, je vais avoir envie de réaliser des choses. Et par contre, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il faut de la patience. Il faut s'armer de patience. Et ça, c'est un truc qui se cultive au quotidien. Tu vois, moi, je me souviens, en fait, les premières années, je me disais, mais ça avance pas. Les 2 premières années, là, j'étais là, mais je savais pas où j'allais, quoi. Et c'est récemment après, tu vois, quand je me suis mis à faire des coachings et puis que je me présente à mes élèves, et ben, en fait, je me rends compte à travers leurs yeux, Ouais.
que effectivement ça avançait assez vite. Ah, c'est Mais intéressant. je le voyais pas au quotidien. Né dans le guidon, donc patience, persévérance. Mhm. Donc c'est tous les jours un petit peu. C'est vraiment ce truc de tous les jours j'en fais un petit peu. Et peu importe la taille de l'action, il faut que j'en fasse une par jour limite, tu vois. Mais sans se trop charger la mule, à partir du moment où tu as fait une action par jour, Ouais. aussi minime soit-elle, tu sais que tu es sur le chemin en fait, tu es en train Ok. d'avancer. Donc tu vois, cette persévérance pour moi elle est hyper importante. Et après il y a ce côté, tu vois, j'ai une phrase de Churchill qui me vient, c'est le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est vraiment ça, c'est garder la banane, c'est kiffer le chemin, Ouais. se dire ok c'est pas simple tous les jours, mais ça m'arrive régulièrement. Hein. Je suis là, j'ai plein de problématiques et tout, et en fait je me mets à sourire, je me fais vas-y c'est bon, c'est cool, là en fait, tu vois là, voilà, là on est ensemble, on passe un Ouais. bon moment. Ouais. Ce matin j'étais sur un chantier avec 5 logements qui vont être lancés en travaux que je vais récupérer en gestion. En fait je me dis que j'ai une Ouais, vie, ça avance, quoi. j'ai une vie Ah, cool. cool, je m'épanouis quoi, tu vois. Cool. Ouais, ouais. Donc Trop bien. voilà un peu ce truc, et puis voilà, faut y croire, hein, faut croire en soi. C'est génial. Mais écoutez, écoute Mehdi, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a apporté quelques informations et que son expérience a été lucrative pour vous. Je te remercie d'être venu, Avec d'avoir plaisir. pris du temps pour Ouais. partager un petit peu tout ça. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Si vous avez des questions, je vous mettrai les coordonnées de Mehdi. Donc pour rappel, Mehdi est spécialisé dans la conciergerie. Il booste des conciergeries, ça va être un de ses prochains services. Il fait donc du coaching au sens large du terme. Si vous avez des questions à lui poser, voilà, il peut répondre. Il a des connaissances pour. Il est spécialisé aussi dans la location en courte durée puisqu'il gère justement un de mes appartements. Et voilà, donc du coup, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le contacter directement ou à m'écrire en commentaire et je me ferai un plaisir de partager un petit peu toutes ces informations-là. Et du coup, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Salut! Ciao!